Bonjour à tous. Donc effectivement, on est ensemble pour parler des stratégies d'audience, pourquoi les utiliser, comment les utiliser et quelles sont les performances qu'on peut espérer en utilisant des bonnes stratégies d'audience. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est une audience. Je pense que l'essentiel d'entre vous le sait, mais il est bien de partir tous sur les bonnes bases. Ensuite, on verra la première stratégie qui est le retargeting, shopping et search. On verra ensuite les stratégies démographiques, les options de similar users. On verra la partie customer match qui est ici de vos données clients et vos données CRM. On a une partie également qui nous permet d'aller plus loin avec Google Analytics. Et puis, si on a le temps, on verra ensemble quelques bonus. Quels sont les next steps qu'on utilise bien les audiences pour aller encore plus loin. On va commencer du coup par parler des audiences. Tout commence par un mot-clé sur Google, vous le savez bien. Et l'idée des audiences, c'est de savoir qui se cache derrière ces mots-clés. Ici, vous avez la requête location de voiture sur votre écran. On a 20 personnes qui ont cherché ces locations de voiture, mais actuellement, on ne sait rien de ces visiteurs. On ne sait rien de ces gens qui font cette requête. L'idée des audiences, c'est de savoir qui ils sont. Comment Google nous transfère ces informations? Comment Google acquiert ces informations? Google récupère ces informations par les requêtes qui sont effectuées sur le search, par votre boîte Gmail, par vos sites que vous visitez grâce au Google Display Network, en fait, grâce également à votre Google Account. Quand vous vous inscrivez, vous indiquez que vous êtes un homme, une femme, votre date de naissance. Il récupère également des informations de YouTube et éventuellement d'un outil qui s'appelle DoubleClick Bid Manager, mais je pense que l'essentiel d'entre vous n'utilisez pas cet outil. Donc, en fait, Google va prendre toutes ces informations qui viennent d'ici pour les pousser à l'annonceur que vous êtes. On peut regrouper les utilisateurs en 3 catégories. La première, c'est vos clients. Donc, c'est les gens qui ont déjà commandé chez vous. La deuxième, c'est les prospects chauds. C'est les gens qui ont déjà interagi avec votre marque ou avec votre site internet, mais qui n'ont pas encore converti. Et les troisièmes, c'est les prospects. C'est les gens qui ont soit le même profil que vos clients, âge, sexe, ville, etc., ou soit qui ont démontré une forte intention d'achat. Donc, grosso modo, voici les 3 types d'utilisateurs dans les 3 catégories qui peuvent être regroupés. Si on revient sur notre requête location de voiture, du coup, on s'aperçoit que sur les 20 personnes qui ont fait cette requête, 4 sont vos clients, 4 sont des prospects chauds, 4 correspondent à des prospects, et 8, on ne sait pas. On ne sait pas, Google n'a pas d'informations à nous pousser en fait sur qui sont ces gens. L'idée du coup, derrière, c'est d'aller faire la bonne réponse pour chacun de ces profils. Les audiences chez Google, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. La première fois que Google nous a parlé d'audience, c'était en début 2013 avec le RLSA, donc c'est le Remarketing Search. Donc le remarketing, à la base, vous le connaissez, c'est Criteo, c'est ce qui vous permet de faire des bannières dynamiques un peu partout sur le web. Quand j'ai vu un produit, je le revois en surfant sur le web. Là, l'idée, Google a proposé le même produit, mais en search. Du coup, ce produit est beaucoup plus discret. Quand vous l'utilisez, l'internaute ne sait pas qu'il est suivi et vous lui oui, et c'est beaucoup plus difficile pour l'internaute de comprendre qu'en fait, il a une annonce personnalisée, contrairement au retargeting bannière, où là, l'utilisateur est fréquent. Ensuite, Google nous a sorti les données démographiques, âge, sexe, est-ce qu'il est parent ou pas. Google a rendu ses outils compatibles avec Google Analytics. En 2015, la partie shopping. En 2016, la partie des audiences similaires. Je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, le smart bidding, cross-device avec les audiences. Ça, je reviens dessus tout à la fin, c'est mon bonus justement. Et puis en 2018, Google a une nouvelle bêta dont malheureusement, je n'ai pas le droit de parler puisque je suis sous NDA. Mais cette nouvelle bêta va encore grandement améliorer la gestion des audiences et va nous permettre d'aller encore plus loin. Ce que je veux vous dire par là, c'est que maintenant, si vous n'utilisez pas du tout les audiences, vous passez à côté de 20 ou 30% de potentiel de chiffre d'affaires. Et surtout, vos concurrents l'utilisent. Donc, vos concurrents arrivent à affiner les audiences et du coup arrivent à ajuster leur bid exactement là où il faut quand vous achetez sur 100% des internautes sans savoir vraiment qui ils sont. Du coup, je vais présenter les différents produits de Google. Donc, le premier, c'est le démographique, homme, femme, âge. Le deuxième, vous avez le similar audience, c'est-à-dire que et Google va se dire, en fait, je trouve des profils qui ressemblent à ces gens-là, en fait. Voilà, donc c'est des gens qui sont similaires à mes acheteurs. Vous avez ensuite les Customer Match. Donc là, vous donnez à Google des profils ici de votre base CRM, les acheteurs occasionnels, etc. On reviendra dessus, je vous proposerai des stratégies de Customer Match tout à l'heure. Et puis le dernier, c'est le remarketing.
Donc, c'est les gens qui ont déjà visité ou qui ont déjà acheté sur mon site, comment mieux les recibler. On va voir comment tout cela, ça marche, comment on peut impliquer tout ça. Et si vous avez un exemple, quelqu'un a tapé la requête course en ligne, je sais que cette personne, elle a un profil, c'est un homme et que c'est un profil âgé entre 35 et 44 ans, comme je sais que c'est mon profil idéal pour mes courses en ligne, eh ben, soit je suis un annonceur lambda et je ne connais pas cette option, et du coup, je garde une position identique, peu importe le profil démographique, soit je sais que c'est mon meilleur visiteur, donc je vise une première place, parce que c'est là où je suis le plus rentable et où j'ai le meilleur coût d'acquisition. On continue. Quelques idées de statistiques globales de performance. RLSA, en moyenne, on a 44% de coût d'acquisition en moins, avec un taux de conversion qui est 30% supérieur. Dans le Customer Match, on arrive à avoir un coût d'acquisition de moins 57% et plus 5% en conversion rate. Parce qu'ici, on va payer du coup les clics beaucoup moins cher. Et en similar audience, on est à peu près à 29% de coût d'acquisition et à plus 19% de conversion rate. Donc ça, c'est des chiffres que nous, on a en moyenne sur nos campagnes. On est sur des clients e-commerce lambda, donc c'est une moyenne d'une trentaine de clients. Donc des paniers qui vont aller de 25 € à des paniers qui vont aller jusqu'à 200 € grosso modo. Donc l'idée, c'est qu'utiliser cette audience, comme je vous le disais, va vous permettre d'aller chercher de la performance en plus. Et c'est tout ce qu'on recherche sur Google. On va rentrer dans Search Ads. Donc l'idée, c'est là, quand Internet fait une requête, on va pouvoir lui proposer des choses en search ou en shopping. Si vous ciblez des internautes qui connaissent votre site, vous avez 20% de chances de convertir en plus qu'un visiteur inconnu. Donc l'idée, c'est qu'on va aller utiliser cette chance. Nous, ce qu'on fait, quand on va créer des listes d'audience, puisque on va créer des listes d'audience par type de fréquentation, par type de page, par nombre de pages qu'ils ont vues, on va, vous connaissez le tunnel de conversion, donc plus on est en haut, plus on est loin de la conversion, plus on est en bas, plus on est proche d'arriver à une conversion. Donc nous, on va créer différentes listes, upper funnel, middle funnel, lower funnel, et en fait, ces listes vont contenir un ensemble de pages. Donc par exemple, sur le upper funnel, ça va contenir la home page, les pages de catégorie, les pages de contenu et pourquoi pas les FAQ. Donc un visiteur qui connaît mon site, qui est déjà venu et qui a vu ces pages, c'est un visiteur qui est très peu engagé. Mais c'est un visiteur qui a quand même marqué un intérêt pour mon site. Vous avez ensuite le middle funnel, les pages produits et les pages de résultats de recherche de votre propre moteur de recherche. Et ensuite, vous avez le lower funnel, qui est le tunnel de commande. Donc, vous avez ajouté un produit au panier et vous êtes en cours d'achat. L'idée, c'est qu'on va créer 3 listes différentes avec des stratégies d'enchères différentes, puisque une personne qui était en lower funnel et qui continue à faire des requêtes sur Google, c'est quelqu'un que si j'arrive à le faire revenir sur mon site, il va peut-être terminer ou pas sa commande. Petit rappel juste de l'interface Google, je pense que vous la connaissez tous, mais Google est plug and play et modifiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, les stratégies d'enchères ne dérogent pas à la règle. Il faut tester pour savoir. Donc là, je vous dis que le lower funnel est normalement ce qui marche le mieux et donc les visiteurs qu'on va être prêts à payer les plus chers pour les faire revenir, c'est dans le cas de la plupart des clients. Peut-être que vous, c'est peut-être sur des paniers très faibles ou à l'inverse des paniers très élevés, c'est peut-être différent. Donc, je vous invite à chaque fois à tester les différentes stratégies que je vous pose, à prendre les meilleures, à les garder, et celles qui ne marchent pas, tout simplement les arrêter en fait. Du coup, l'idée c'est d'avoir des listes assez larges. On ne va pas créer des listes trop granulaires. Je vous prends un exemple. Vous n'allez pas prendre seulement 3 pages produits, et puis ensuite 3 autres pages produits, puis ensuite 3 pages produits, et puis faire 3 listes différentes. Non, vous allez prendre toutes vos pages produits que vous allez grouper dans la même liste. Il vous faut au moins 1000 utilisateurs dans une liste pour qu'elle soit vraiment exploitable et pour qu'il y ait des résultats statistiquement fiables de la part de Google. Ensuite, une fois que vous avez créé ces listes, implémentez-les sur toutes vos campagnes. Une fois que vous avez des bonnes listes, il faut les mettre partout en fait. Et aussi, je vous conseille d'utiliser enchères uniquement pour avoir des ajustements d'enchères pour maximiser votre présence en fait. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, mais c'est l'option que je vous propose d'utiliser. Si je reviens tout à l'heure sur mon tunnel de conversion, donc ici vous avez à gauche le tunnel de conversion. Donc vous êtes en haut du tunnel, vous êtes en bas du tunnel. Voici en fait un exemple type de ce qu'on utilise nous comme stratégie d'ajustement d'enchères. Donc on va un peu plus loin que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va être à 20% sur la home page, 40% sur les pages catégories,
60% sur les produits de page, 100% sur les gens qui ont converti. Alors, sur les gens pardon, qui sont dans le tunnel de conversion. Et puis, pour les gens qui ont déjà commandé, bah, soit on va exclure, soit on va les mettre à 300%. Ça dépend beaucoup du client. Vous vendez de la lingerie ou des vêtements, bah, ça peut vous intéresser parce que les gens qui consomment sur votre marque risquent de revenir consommer. Vous vendez des voyages, type le Club Med ou des voyages en ligne, des packages, bon, bah, vous pouvez quasiment exclure pendant quelques mois vos clients parce que s'ils reviennent sur votre site, c'est rarement pour commander tout de suite. C'est plutôt pour avoir une plainte, pour le suivi client, pour des questions, bon, le genre de choses que vous ne voulez pas forcément payer pour récupérer ce trafic en fait. Alors, ici, les bonnes pratiques. D'un côté, la base, et puis si vous avez le temps et si vous comprenez bien, la partie avancée. Vous ajoutez des listes basées sur le parcours de conversion. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire avant. Ces listes, vous les appliquez à toutes vos campagnes en enchères uniquement. Alors, dans la nouvelle interface d'AdWords, ça s'appelle Observation. Maintenant, ils ont renommé le enchère uniquement en Observation dans la nouvelle interface. L'idée, c'est que vous avez deux stratégies. Soit vous voulez faire des campagnes uniquement sur ces visiteurs déjà connus, soit vous pouvez faire la même campagne pour tous et avoir une option pour les nouveaux visiteurs. Ah, et c'est ce que je vous propose, c'est-à-dire de prendre des enchères pour tout le monde et uniquement d'appliquer votre stratégie sur la partie nouveaux visiteurs déjà connus. Pardon. Troisième point, ici, je vous conseille de définir des enchères d'audience au départ qui sont assez fortes. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré, ça va jusqu'à plus 100%. Pourquoi? C'est que au départ, il faut voir si ça marche ou pas. Si vous mettez plus 2% ou moins 5%, vous n'aurez pas forcément de résultat. L'idée, c'est de tester pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, un minimum de clics, et puis après d'analyser et d'ajuster à la hausse ou à la baisse. Pour ceux qui sont familiers, je vous invite à utiliser le Google Smart Bidding, qui est un outil qui va définir les prix du clic automatiquement en fonction des enchères que vous allez proposer. Et donc, le travail que je vous ai fait à la main, Google va le réaliser pour vous. Et vous pouvez mettre soit une stratégie au coût d'acquisition, CPA, soit une stratégie au ROAS, donc c'est retour sur investissement publicitaire. C'est un peu l'équivalent du ROI, mais avec les dépenses publicitaires. Donc ça, c'est la base. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également ajuster vos enchères grâce à une formule du taux de conversion. Donc, vous prenez les taux de conversion des anciens visiteurs vs le taux de conversion des nouveaux visiteurs, donc des gens qui ne sont jamais venus sur votre site, et vous le divisez par les nouveaux visiteurs. Et là, vous voyez quel est l'incrémental apporté par ces anciens visiteurs. Les anciens visiteurs qu'on transforme à 1,2 quand les autres transforment à 1%, par exemple. L'idée, c'est d'aller voir cet impact pour modifier les enchères en fonction. Je vous invite à ajouter un maximum de mots-clés génériques et des mots-clés le plus large possible, en fait. Surtout quand vous utilisez des audiences. Parce que parfois, acheter, par exemple, le mot location de voiture, c'est pas forcément rentable. En fait, parfois, c'est assez difficile à être rentable. Mais si vous utilisez les RLSA, vous pouvez dire, OK, je vais acheter ce mot-clé uniquement chez les gens qui ont déjà converti chez moi. Ça veut dire qu'ils ont, ou uniquement chez les gens qui ont déjà rentré dans le tunnel de conversion. Donc là, vous allez aller chercher des mots-clés génériques, mais qui sont rentables, voire parfois très rentables. Et puis, vous avez l'option IF, dont je vous présenterai ça dans quelques instants, qui vous permet de personnaliser les annonces en fonction de ce que vous savez des visiteurs. Alors, sur ajouter des nouveaux mots-clés, nous, on utilise l'outil de planification des mots-clés, Google Suggest et bien sûr SEMrush. Petite astuce sur SEMrush, ce qu'on fait beaucoup quand on veut développer des listes de mots-clés génériques, c'est qu'on utilise le nom des concurrents. Donc là, ici, je vous ai mis Amazon.fr. Vous cliquez, vous avez une liste de mots-clés. Et là, en fait, cette liste, on va la prendre et on va d'abord l'utiliser en stratégie d'enchère sur les gens qui ont déjà converti et qui sont dans le tunnel d'achat pour nous. Et c'est des mots-clés qu'on n'aurait jamais achetés en pur générique. On les achète ici parce que ces mots-clés, on sait que c'est sur des gens qui ont une forte proportion à transformer. Donc pour ça, on fait ça avec SEMrush. C'est assez pratique. La fonction if. Vous connaissez, j'imagine, la fonction keywords. Et ici, c'est un peu son équivalent avec si le visiteur est connu, je lui affiche un texte. Si le visiteur est inconnu, je lui affiche un autre texte. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc ici, vous avez quelqu'un qui est jamais venu sur votre site. Quand il tape une requête, vous avez par exemple livraison gratuite sur votre premier achat. On considère que si il n'est jamais venu sur mon site, il n'a jamais acheté. Okay. De l'autre côté, vous avez le visiteur identifié ou le visiteur qui a déjà acheté. Découvrez notre nouvelle réduction
vous aurez 30% de réduction. Notre nouvelle collection, pardon, vous aurez 30% de réduction. Donc, vous voyez la différence. Là, je vous ai mis un exemple qui est assez basique, mais nous, on va très, très loin dans la granularité, puisqu'à chaque fois, ça permet d'aller chercher 0,10, 0,20% de CTR en plus. Qu'est-ce qui se passe quand le CTR il augmente? Le quality score augmente, et quand le QS augmente, vous payez moins cher votre prix du clic unitaire. Donc, vous maximisez vos bénéfices à la fin du mois. Et c'est tout ce qu'on recherche avec AdWords. Ici, du coup, on est, par exemple, sur le même funnel que tout à l'heure. Donc, avec des messages différents. L'utilisateur qui a visité la homepage, découvrez notre offre. L'utilisateur qui a recherché un produit, découvrez les nouveautés. Celui qui a vu un produit, 30% de remise, par exemple, l'ajouter au panier, la livraison gratuite. Et celui qui a acheté, des produits associés qui peuvent vous intéresser. C'est un exemple très basique des messages. Dans les faits, il faut beaucoup plus les personnaliser que ça et beaucoup plus travailler votre patte et par rapport à votre secteur d'activité. Par exemple, un utilisateur qui a acheté un MacBook ou qui a acheté un ordinateur, un PC à plus de 2000 €, on peut peut-être essayer de le recibler en lui proposant une extension de garantie. Un utilisateur qui a acheté un PC portable à 600 €, on ne lui propose pas une extension de garantie à 3 ans. Par exemple. Donc ça, c'est à vous de travailler les effets. Et bien sûr, à vous à chaque fois de mesurer les résultats et d'ajuster votre stratégie. En plus de cela aussi, à vous de mesurer l'impact que ça a eu. Si vous avez passé 30 heures pour créer de nouvelles stratégies d'audience et que ça a généré une vente en plus, c'est peut-être pas intéressant. Donc à vous, à chaque fois, de comparer temps vs audience vs résultat. YouTube est compatible avec le RLSA. C'est-à-dire que tous les insights qui viennent de YouTube, si l'utilisateur a visité votre chaîne, souscrit à votre chaîne, aimé une vidéo, commenté, partagé, en fait, vous pourrez automatiquement prendre ces insights sur vos enchères de search. Donc ça, c'est pas mal puisque ça vous permet de voir si YouTube a un impact sur vos campagnes publicitaires. En plus de ça, si vous faites des campagnes publicitaires sur YouTube, vous pourrez également en fait mesurer les résultats de ces audiences par rapport au search et aux gens qui n'ont pas vu ces vidéos. Je prends un exemple, vous diffusez une campagne vidéo, vous avez 1000 personnes qui les voient. Maintenant, une partie de ces gens, imaginons les 1000 pour faire simple dans mon exemple, vont taper une requête sur Google qui vous concerne. Et Google va vous permettre de voir les gens qui ont vu la vidéo, les gens qui n'ont pas vu la vidéo, quel est leur taux de transfo et du coup, quel est l'impact d'avoir vu la vidéo YouTube sponsorisée sur le search et donc sur vos performances et sur le nombre de commandes que ça peut générer. Nous, c'est une des façons, par exemple, qu'on a de promouvoir les vidéos YouTube à nos clients, puisqu'on leur explique que ça aura un impact sur le taux de conversion search et on se sert des audiences pour le prouver. Ici, je vous ai une capture d'écran d'un de nos clients avec toutes les audiences qu'on utilise, en RLSA en tout cas. Donc, tous les gens qui ont converti, tous les visiteurs, ceux qui ont visité dans les 180 jours, les 360 jours, tous les gens qui sont inscrits, 90 jours, 540, 7 jours, les gens qui ont converti, les gens qui ont visité 3 fois, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est ici, c'est le taux de transformation. Vous voyez, le taux de transformation est complètement variable. Tous les visiteurs, il est à 0,57. Les gens qui ont visité dans les 180 jours puis qui sont revenus pour commander, on est à 0,71. Les gens qui étaient inscrits, on était à 1,18. Les gens qui avaient déjà converti dans le passé, on est à 4,66. Vous voyez, le taux de conversion est bien supérieur. Et vous avez même ici le nombre de pages. Les gens qui ont vu plus d'une page, par exemple. Les gens qui ont vu plus de 10 pages. Vous voyez, les gens qui ont vu plus d'une page, on est à 0,69. Une page, c'est très, très faible. Hein. Les gens qui ont vu plus de 5 pages, 0,62, donc c'est pas mieux. Par contre, les gens qui ont vu plus de 10 pages, 1,48. Donc là, l'idée, c'est à nous de monter les scénarios, d'avoir des stratégies d'enchères différentes, d'avoir… voilà. À vous d'imaginer les scénarios qui peuvent marcher le plus, en sachant que normalement, plus le visiteur est frais, plus son taux de transfert va être élevé. On part maintenant sur les données démographiques. Comment on va les utiliser pour booster les conversions et les performances. Alors, l'idée, c'est que Google va vous donner les tranches d'âge et les sexes de vos visiteurs, en fait. Ce que moi, je vous conseille en général, c'est de favoriser en augmentant les enchères sur les tranches d'âge porteuses, réduisez ou exclure les âges non pertinents. Et on peut également ajouter les sexes des internautes. Très utile, en fait, sur des audiences très marquées. Le maquillage, les sites de rencontres. Parce que du coup, sur les sites de rencontres, par exemple, vous écrivez des annonces orientées femmes pour les hommes ou inversement. Et du coup,
qu'est-ce que ça peut donner en termes de performance? Ici, vous avez le compte AdWords d'un de nos clients. Alors, je ne peux pas citer, bien sûr. Vous avez ces conversions en vert, donc le nombre de conversions qu'il a effectuées sur la semaine. Et à droite, vous avez le coût par conversion. Donc, on voit que chez les jeunes 18 à 24 ans, on est à un coût de conversion de 150 €. Quand sur les 35-34 ans, on va être sur un coût de conversion à 50 €. Vous voyez, l'écart est énorme, puisque y a moins 40% de CPA en moyenne, plus 73% de taux de conversion, puisque le taux de conversion est bien meilleur. Et donc, du coup, un meilleur ROI pour le client. Nous, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le prendre et on va ajuster les enchères en diminuant sur les jeunes et en augmentant un petit peu sur les 25, 30, 44 ans même. Pourquoi faire ça? L'idée, c'est d'économiser et d'aller chercher plus de volume. Petite astuce, en règle générale, si vous devez regarder une audience, souvent les 18-20 ans sont celles qui performent le moins en coût par conversion. Alors, ça peut être votre client du futur en fonction de ce que vous vendez, donc c'est bien de les acquérir peut-être à ce moment-là, quand ils commencent à avoir du pouvoir d'achat ou quand ils commencent à avoir une carte bleue. Mais en tout cas, en règle générale, les 18-24 ans sont ceux qui donnent les moins bonnes performances. Un autre exemple ici, on est sur de l'inscription. Et vous voyez, on est en moyenne à 1,30 € et ça va être très variable. Les 18-24 ans, à l'inverse, ici, sont très rentables. On est à 91 centimes. 1,36 € sur les 25-34, etc., etc., etc. Donc, ici, c'est complètement différent. Par contre, pourquoi les 18-24 ans, c'est différent? C'est parce que vous regardez, on paye un coût par clic moins cher que la moyenne. Puisqu'en fait, ces utilisateurs s'inscrivent, mais ne transforment pas en devenant utilisateurs payants derrière. Donc, du coup, on va limiter le prix du clic pour limiter le coût par conversion direct. Si on regarde ces mêmes utilisateurs, femmes, hommes, inconnus, et oui, puisqu'il y a une tranche inconnue, puisqu'en fait, Google n'arrive pas à segmenter tout le monde. On l'a vu tout à l'heure avec nos petites couleurs. Il y en avait 12 sur les 20 qui n'étaient pas segmentés. Et là, c'est la même chose. Du coup, sur les femmes, on va avoir un coût par conversion à 71 centimes, quand sur les hommes, on va être à 1,54 €. Donc, on voit que sur les femmes, c'est beaucoup plus intéressant et on peut se permettre de payer le prix du clic plus cher, qui en plus n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir, mais on pourrait, si on le souhaitait, aller chercher plus de volume. Similar user. Alors, quand vous ajoutez des visiteurs à votre liste, donc à liste qu'on a vu RLSA au départ, donc les gens qui ont déjà fait des actions sur votre site, AdWords examine leur activité de recherche sur une courte période juste avant d'arriver sur votre site. Donc, moi, je suis arrivé sur hotel.com, j'ai visité quelques pages d'hôtels à Dallas. Google va aller regarder quels sont les mots-clés que j'ai tapés juste avant. Google va ensuite comparer les mots-clés qui sont tapés juste avant avec les visiteurs qui sont venus sur votre site et les visiteurs qui ne sont pas venus sur votre site, en fait. Voilà. Donc, Google peut remonter à peu près jusqu'à 24 heures. Donc, les gens qui ont tapé Hotel in Dallas, ils ont aussi parfois tapé Place to stay in Dallas, Best Hotel in Dallas, et il y en a qui ne sont pas arrivés sur hotel.com. Du coup, Google me dit, ça, c'est les similaires. En fonction, vous vous rappelez des listes que vous allez faire, vous allez peut-être avoir les listes jusqu'à l'acheteur. Donc, les similar audience for search, à nouveau, en fonction de la liste de base que vous prenez, en upper funnel ou en lower funnel, ces listes seront plus ou moins qualifiées. Si vous prenez des similaires aux gens qui ont acheté chez vous, c'est les plus qualifiés, bien sûr. Je vous donne par exemple des exemples de listes que nous, on va créer. Similaires aux non convertis, mais qui ont passé plus de 2 minutes sur le site. Similaires aux non convertis qui ont visité plus de 3 pages sur le site. Donc là, on va être sur les similaires les plus faiblement qualifiés. Similaires inscrits à ma newsletter. Similaires aux clients à fort panier. Similaires aux abandons de panier. Et puis similaires à la liste intelligence, c'est quoi? En fait, c'est Google qui crée automatiquement les listes pour vous et qui se dit, tiens, voici les listes qui sont potentiellement intéressantes. Je vais aller retoucher les mêmes similaires qui sont sur le web, en fait. Nous, Similar Audience, à l'heure où je vous parle, c'est à peu près 5 à 10% des dépenses chez nos clients. Plus le client a de visiteurs, plus cette proportion augmente, puisque plus on arrive à les cibler les mêmes visiteurs qui sont ailleurs sur le web et qui sont en train d'acheter et qui sont intéressants. Plus vous êtes en bas de ces listes, plus en fait vous avez de chances de convertir. Voilà. Vous avez ensuite Customer Match. Donc, Customer Match, c'est aussi votre base de données. Donc, l'idée, c'est de taper les gens qui sont sur ordi, tablette ou mobile avec vos données de CRM. Donc, vous pouvez envoyer à Google l'email, le téléphone, prénom, nom, code postal, ville et même l'ID
device mobile si vous l'avez. Vous allez arriver à un taux de match entre 50 et 80%. Voilà. L'écart, c'est est-ce que vous avez mis le téléphone ou pas. Vous allez me dire, comment Google connaît le téléphone? Si pour ceux qui ont un compte Gmail ou un compte Google AdWords, quand vous vous loguez, Google vous propose d'assurer votre téléphone par sécurité. Et c'est vrai que c'est très intéressant en tant qu'utilisateur B2C, puisque ça permet, si je suis piraté, ou si j'ai une tentative de piratage, de recevoir un SMS sur mon portable qui me prévient. Voilà, donc très utile. Mais Google se sert aussi du numéro de téléphone pour matcher en fait entre moi qui suis un annonceur B2B avec une liste de clients qui possède les numéros de téléphone et la base de Gmail. Donc Google essaye de repérer les emails qui vont ensemble. Donc Jonathan@gmail.com a un compte Google et Jonathan@gmail.com est client d'un site e-commerce. Google va nous matcher. Par contre, moi, j'ai plusieurs emails et j'utilise Jonathan@outlook.com par exemple pour commander. Google ne va pas faire la liaison. Mais comme j'ai fourni mon numéro de téléphone à Gmail pour ne pas avoir de tentative de piratage, et comme j'ai également fourni mon numéro de téléphone pour savoir s'il y a des problèmes de livraison ou des choses comme ça à l'e-commerçant, Google va faire la liaison entre les deux. C'est comme ça qu'il arrive entre 50 et 80% de match. Très intéressant. Du coup, Google, vous allez lui fournir cette liste et derrière, vous allez pouvoir segmenter des listes pour créer des stratégies d'enchères, des stratégies d'audience différentes. Souvent, les clients me disent « Qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? À part mes clients, je ne sais pas quoi faire. » Alors, on va regarder. Sur la partie client qui est en haut, déjà, vous avez les clients non actifs, c'est-à-dire les clients qui ont commandé il y a plus de 12 mois ou plus de 24 mois. Comment eux, on pourrait essayer de les toucher? C'est peut-être une stratégie d'audience différente. Vous avez ensuite les clients actifs qu'on va diviser en 3 sections. Ceux qui possèdent une carte de fidélité, donc les top clients, ceux qui viennent de commander pour la première fois, et puis ceux qui ne commandent qu'en période de promotion. Ça, par exemple, c'est une proportion assez forte dans les clients mode. Et eux, on va leur proposer des stratégies d'audience différentes, puisque sur ces derniers points, on va leur proposer de s'afficher uniquement en période de solde ou uniquement en tant que période de promo forte sur nos produits. Si cette semaine, je fais une promo sur les jeans, je m'affiche sur ces visiteurs-là. Si la semaine prochaine, je fais une promotion sur les chemises, je m'affiche uniquement sur ces visiteurs-là. L'idée, ici, c'est d'aller chercher de la performance. Alors, à nouveau, si dans vos visiteurs, si dans votre base client, vous avez 200 clients, ça va être assez difficile. Mais à partir de 2 ou 3 000 clients, c'est complètement possible. Et surtout, vous avez les non-clients. Souvent, les e-commerçants l'oublient. Vous avez les gens qui sont inscrits à la newsletter. Eh oui, ça veut dire quand même qu'ils ont marqué un acte d'intérêt sur votre site, même s'ils n'ont jamais commandé. Là, eux, pareil, on peut aller essayer de les cibler avec un message différent. Vous avez ensuite les demandes d'information, donc les gens qui ont demandé un devis, des choses comme ça, et qui n'ont pas converti derrière. Puis vous avez aussi les gens qui ont créé un compte sans achat. Et c'est quand même quelques pourcents de votre base de données, en fait. Tous ces gens-là, on va créer des stratégies d'audience derrière, et on va essayer de les cibler avec des messages différents, en fait, ou avec des enchères différentes. Voilà. De toute façon, mettre en place toutes ces stratégies d'audience ne coûte rien. Si vous mettez toutes les audiences et que vous ne faites aucun impact sur l'enchère, si vous ne l'augmentez pas à la hausse ou à la baisse ou le message, si vous ne le changez pas, ça va être gratuit. Donc, vous pouvez déjà mettre en place toutes ces stratégies et voir l'impact que ça a, voir quel est le taux de conversion pour les clients non actifs, les actifs des 3 niveaux, les non-clients des 3 niveaux, et puis voir ensuite, une fois que vous avez vu juste déjà ces premières pertes sur votre campagne jean, sur votre campagne meuble, ensuite se dire, tiens, ici j'ai quelque chose à faire, ici j'ai quelque chose à faire. Par contre, sur ceux qui ont créé un compte sans achat, j'ai rien à faire, j'ai pas d'impact à faire. Pas de changement à faire. OK. Ensuite, pour aller encore un petit peu plus loin, l'intérêt de Google Analytics, c'est qu'il est beaucoup moins limité qu'AdWords. Vous pouvez aller jusqu'à 20 dimensions avec des métriques personnalisées. Donc, les dimensions, l'ID de votre client dans le CRM, le type de client, occasionnel, client fidèle, client VIP, client encarté, le statut familial, le point de vente physique, online, etc. Donc, vous pouvez prendre tout ça d'un côté et multiplier avec tous les métriques. Le nombre d'achats, le comportement, son revenu offline, le nombre d'achats qu'il a effectué en tout et pour tout sur ma boutique. Et donc, l'idée, c'est que là,
avec cet outil, avec Google Analytics, vous pouvez créer en fait des audiences complètement ultra personnalisées, ultra précises en fait. Voilà. Ça, bien sûr, il faut avoir un certain nombre de données dans le Customer Match ou un certain nombre de visiteurs. Mais plus vous avez de visiteurs et plus ici, vous allez arriver à creuser. À chaque fois que je vous parle d'audience, vous n'allez pas tripler le nombre de ventes. À chaque fois, vous allez chercher peut-être 1% de chiffre d'affaires en plus. Mais ici, on a déjà vu une dizaine de stratégies d'audience. Si vous arrivez à chercher 10 ou 15% de chiffre d'affaires en plus sur le prochain trimestre grâce à ça, je pense que votre boss sera très content. Alors, dans Analytics, voici l'outil de création des audiences. Vous avez ici les données démographiques, les langues, les catégories d'affinité, les segments de marché, la zone géographique. Vous avez à gauche les technologies, le comportement, sa date de première visite. Est-ce qu'il arrivait d'AdWords? Est-ce qu'il avait du référencement naturel? Est-ce qu'il avait déjà commandé? S'il avait commandé, qu'est-ce qu'il avait commandé? Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper pertinent, c'est hyper précis, c'est hyper spécialisé. Et là, c'est quoi la limite? C'est vous. En fait, la limite, c'est combien vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez faire. Voilà. Ça, on va dire que c'est plutôt pour les utilisateurs avancés. Déjà, moi, ce que je vous conseille, absolument, si vous devez retenir qu'une seule chose de ce webinaire, de tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est de faire les audiences, c'est de faire les enchères d'audience par données démographiques. Âge, sexe. Au minimum, c'est ce que vous devez faire. Absolument. Ensuite, utilisez les visiteurs déjà connus en fonction de ce qu'ils ont visité en haut du funnel ou en bas du funnel. Et ensuite, Similar User et Customer Match, si vous avez encore un peu plus de temps. Et pourquoi pas les données analytiques comme on a vu. Et là, vous vous dites, OK, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous. Et effectivement, regardez ça. Il y a la partie Lifetime Value. Je vous donne un exemple de Lifetime Value, c'est que certains de mes clients me disent, mon coût d'acquisition doit être inférieur à ma marge de ma première commande. Parce que je veux gagner de l'argent dès que je fais une première commande. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est vrai. Vous vendez des voitures. Comme vous allez vendre une voiture à quelqu'un une fois tous les 4, 5, 6 ans, il faut que chaque commande soit rentable. Vous vendez une véranda, il faut qu'à chaque commande que vous avez fait soit rentable. Par contre, vous vendez des cosmétiques, vous vendez des consommables. Là, l'idée, c'est pas forcément de gagner de l'argent à la première commande, mais peut-être de gagner de l'argent une fois que la personne aura fait 2 ou 3 commandes, en fait. C'est ce qu'on a appelé la lifetime value. Google a créé un script pour ça. Donc, en fait, il vous fournit un script. Là, c'est une capture d'écran, un extrait du script. Là, par contre, il vous faut quand même au moins 1000, voire idéalement 2000 commandes par semaine. Donc, un certain volume. Mais restez avec moi, même si vous ne faites pas ce nombre de commandes, parce que je pense que ça va vous intéresser, ce qu'il y a derrière. Google va travailler sur le script et va vous donner trois niveaux d'information. Déjà, le script va grouper vos clients sur la récence du dernier achat. C'est-à-dire, est-ce qu'il a acheté les 7 derniers jours, les 90 derniers jours, les 180 derniers jours. Hop, et il va classer ça en 3 niveaux. Ensuite, Google va faire sur la fréquence d'achat. Donc, sur ces jours, sur ces derniers jours, combien de fois l'internaute a acheté? 1 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et en plus, combien était son panier? 0, 20, 40, 60, 80, 120. Ici, les données que je vous ai dit, le nombre de jours, le nombre de ventes ou le nombre en euros, changent en fonction de votre panier moyen, en fonction de vos clients. Si votre panier moyen est à 1000 euros, ça ne sera pas par 20 euros la segmentation, ça sera par beaucoup plus. Donc, l'idée, c'est que Google va grouper vos clients à part égale par la récence, fréquence, valeur, RFV. Maintenant, Google va trouver pour chaque combinaison, donc récence 1, fréquence 1, valeur monétaire 1, donc ici, que le panier moyen est 15 $. Pour la récence 2, fréquence 1, valeur monétaire 1, c'est 17. Vous voyez, il va vous les classer ici. Donc, par exemple, l'utilisateur qui a commandé il y a longtemps, mais qui commande souvent et qui a des paniers élevés, lui, la combinaison des revenus, c'est 2200 $, quoi. Donc, c'est beaucoup plus que les 15 $ qu'il y a ici. Donc, Google va vous faire ce filtre. Et du coup, Google peut donc en déduire la valeur relative pour chaque combinaison en divisant le revenu moyen par le revenu moyen de base, en fait. Donc ici, vous voyez que plus on achète souvent, plus on a acheté récemment et plus le panier est élevé, plus cet utilisateur a une valeur relative importante.
Jusque-là, ça paraît classique. Mais c'était très difficile à modéliser par soi-même. Là, Google vous donne la formule toute faite. Donc, c'est vraiment génial et vraiment très pratique. Qu'est-ce que ça donne derrière? Eh bien, Google va vous créer des dizaines de listes d'audience automatiques. Donc, vous voyez, RFV groupe 1, donc groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Donc, en fait, ça reprend ce qu'il y a ici. Récence, fréquence, valeur monétaire. Et puis, du coup, ben, en fait, ces listes sont envoyées automatiquement à Google Analytics. Ces clients sont regroupés. Ensuite, c'est réexporté dans l'interface AdWords. Et puis après, à vous de vous décider, bah, est-ce que ces visiteurs-là, je veux les cibler plus, moins, etc. Pour que ça marche, il faut vraiment des milliers de commandes par semaine. Hein. Enfin, au moins 1000 commandes par semaine. Hein, pour que ça soit vraiment exploitable. Regardez derrière. Si je fais le bilan de tout ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, c'est des clients que je dois reconquérir, mais c'est assez difficile. Ici, c'est des clients récents, donc je dois les réengager, en fait. Donc, c'est des gens, voilà, j'y suis presque. Ici, c'est des clients à fort potentiel, mais comment je vais arriver à les fidéliser, en fait, ces gens-là? Donc, c'est des gens qui sont entre les deux. Et puis ici, j'ai mes top clients. Il faut accroître mon taux de couverture puisque bah, eux, il ne faut vraiment pas que je les rate parce qu'ils vont commander très, 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 très souvent, en fait. Donc, du coup, je peux peut-être aller encore chercher des commandes supplémentaires. Ça, ici, c'est vraiment une technique un petit peu avancée. Et puis, il nous en reste une qui va conclure, en fait, la fin de la conférence, c'est la gestion des enchères. Puisque jusque-là, je vous ai dit que qu'est-ce qu'on faisait sur les audiences? On allait augmenter ou baisser les enchères. Ou même aller jusqu'à l'exclusion, par exemple, si on vend des produits qui sont très très chers et qui ne sont pas adressés aux 18-24 ans. Voilà. Donc, on va gérer ces enchères. Le problème, bah, c'est que les enchères, c'est difficile à gérer. À la base d'AdWords, on gérait les enchères par mots-clés. Et puis après, on s'est mis à gérer les jours ou l'heure. Et puis après, on s'est mis à gérer est-ce qu'ils étaient à Paris ou est-ce qu'ils étaient en province. Et puis après, on s'est dit, ah ouais, mais il y a maintenant les devices PC, tablette, mobile. Ok, donc déjà, on n'est plus à une enchère, on est à 4 enchères. Et puis maintenant, on se dit, bah, Jonathan, là, il vient de nous parler des audiences depuis 40 minutes. Et Jonathan me dit que, en fait, il y a plein d'audiences à gérer. Puisque bah, il y a des gens qui sont déjà venus sur mon site, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les gens qui ont déjà commandé. Ok, comment je fais pour gérer toutes ces enchères? Parce que bah, je me retrouve avec un mot-clé, le mot pantalon homme, il se retrouve avec 10 enchères différentes. S'il est déjà venu sur le device, s'il a passé du temps, s'il a déjà l'intérêt, enfin, du coup, ça devient très, 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 très difficile à gérer, en fait. En plus de ça, il y a plein d'autres impacts autour, en fonction de votre annonce, en fonction de s'il est sur Windows, sur Mac, en fonction de s'il était sur Google.fr ou sur un partenaire de Google, en fonction de sa langue de navigateur, en fonction du modèle d'attribution, en fonction de s'il avait commencé sur un device, le mobile, et il était passé à un ordinateur, etc. En fait, en fonction de tout ça, on peut aussi changer les enchères. Du coup, bah, Jonathan, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est très compliqué de gérer les enchères maintenant à la main. Google nous aide et a créé un outil pour ça. Donc ça, c'est tous les insights qu'on peut prendre, hein, tous les insights que je viens de vous raconter. Et l'outil que Google a créé, c'est Smart Bidding. Je vous en ai parlé au début de la conférence, en fait. Smart Bidding existe depuis des années. Je crois que la première fois que j'ai dû entendre parler, c'était en 2007. Et en 2007, j'ai testé. Ça ne marchait pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Et puis en 2016, Google est revenu nous voir en disant « Tu voudrais pas retester le Smart Bidding? On a fait des grosses mises à jour. » Moi, au début, je dis « Non, non, tester sur quelqu'un d'autre et puis je testerai après. » Et puis dans les faits, j'ai quand même accepté de tester sur un de mes clients. Et les performances ont été plutôt bonnes. J'étais agréablement surpris. Donc Smart Bidding, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est que Smart Bidding va prendre tout ce que je viens de vous présenter avant, tous les insights en fait, donc toutes les données en fait, que vous avez, que Google vous permet d'agir dessus, ou des données que Google a, mais ne vous donne pas la main pour agir dessus, et va proposer grosso modo 4 stratégies. Les revenus, ciblés en fonction des retours sur investissement, du retour sur les dépenses publicitaires. Vous dépensez 1 euro en publicité, je veux réaliser 1,50 €, 1,80 € en chiffre d'affaires, donc ROAS. C'est celui que nous, on utilise le plus pour nos clients e-commerce. Vous avez ensuite les conversions ou les ventes. Vous donnez un CPA cible. Je veux qu'à chaque fois que j'ai un formulaire de rempli, ça ne me coûte pas plus de 10 €. Ça, par exemple, nous, on s'en sert beaucoup pour les formulaires, puisque l'idée, du coup, c'est que Google va aller chercher des informations supplémentaires pour augmenter ou baisser le prix du clic
en fonction de ce qui c'est, en fonction des audiences et en fonction du cross-device. Voilà. Ensuite, vous avez 2 autres automatic bidding que j'aime moins, qui sont maximisés pour les clics. Google va vous faire un maximum de clics pour votre budget. Et puis, vous avez les 2 premiers qui sont Search Page Location. Je veux absolument être en haut de l'écran, par exemple. Voilà. Donc, Google me gère les enchères pour que je sois en haut de mon écran. Ou Google va faire en sorte que je sois toujours présent devant mon concurrent parce que je suis prêt à augmenter mes enchères toujours pour être devant le concurrent. Les 2 premières, je conçois un peu moins la performance. Et par contre, les 2 dernières, pardon, mais les 2 premières, Conversion Sales Revenue, c'est celles qu'on utilise nous le plus en Smart Bidding. Et c'est celles, par contre, que moi, je vous conseille d'utiliser dès que vous commencez à aller un peu plus loin dans les campagnes AdWords. Bon, ça pourra faire office d'un webinaire. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'options, beaucoup de sous-options à activer, beaucoup de configurations à faire. Mais en tout cas, si à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas le temps, en fait, d'utiliser Smart Bidding, faites au moins les audiences sur les tranches d'âge et sur les visiteurs que vous connaissez déjà. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vais prendre maintenant les questions, s'il y a des questions.